Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV ainsi que sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube et TikTok. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour faire le décryptage de l'actualité axé sur la rupture des accords de défense entre le Tchad et la France, la 6e édition de la quinzaine gouvernementale et le discours sur l'état de la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès. Avec moi sur ce plateau, Prince Honneur Abanzounou, journaliste, Albert Nyanzukuta, directeur des publications de la Semaine africaine, et Splin Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et une fois de plus, merci d'être avec nous pour regarder l'actualité de la semaine. Le Tchad a annoncé la rupture des accords de coopération de défense avec la France le jeudi 28 novembre. Une annonce survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Le Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris, dernier maillon de la présence militaire française au Sahel. 1 millier de soldats français sont encore stationnés dans le pays, des soldats français de l'ancienne opération Barkhane qui avait été repositionnés. On retrouve Harold Girard, notre correspondant à N'Djamena. Quelles sont les conséquences de cette annonce sur la fin de la coopération en matière de sécurité et de défense avec Paris? Bonjour. Alors, même si pour l'instant aucune précision n'a été donnée, des précisions définitives par le pouvoir tchadien, on imagine bien que ce qui est d'abord attendu, c'est le départ des soldats français du territoire national. Le ministère des Affaires étrangères a d'ores et déjà annoncé dans son communiqué d'hier soir qu'il respectera le préavis. On ne sait pas combien de temps exactement sera laissé aux troupes françaises pour ce désengagement, mais en tout cas, selon les derniers dires du pouvoir tchadien, il a l'air déjà acté. Ce communiqué, il signifie en principe que tous les types d'accompagnement que fournit l'armée française à l'armée tchadienne s'arrêteront dans la foulée. On parle d'accompagnement en termes d'appui logistique, d'appui au renseignement, mais aussi à la formation. Il y a d'autres types de coopération militaire entre les deux pays, mais ceux-là sont les principaux. Le Tchad surprend avec cette nouvelle puisqu'il est en pleine reprise d'hostilité face au groupe terroriste Boko Haram et avait pourtant annoncé il y a quelques semaines le renforcement du partenariat militaire avec la France, justement. Alors c'est un peu un contre-pied pour Paris. La dernière annonce, elle avait été faite à l'issue de la visite de Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, à l'Élysée. Il s'était entretenu avec Emmanuel Macron et le communiqué de fin de visite avait l'air de bon ton puisque les deux pays, dans plusieurs domaines, annonçaient le renforcement de leur partenariat et particulièrement dans ce domaine militaire. En somme, ici à N'Djamena, on attend des précisions sur comment va se dérouler cette rupture d'accord et qu'est-ce qu'elle implique exactement, mais c'est ce qu'on peut prévoir pour l'instant. Alors, nous avons donc vu la décision du Tchad de rompre l'accord de coopération de défense avec la France. Albert, peut-on dire que le Tchad a pris une bonne décision en décidant la rupture de ces accords de défense? Bonne, mauvaise, c'est une appréciation qui reste réservée aux décideurs, à ceux qui ont décidé effectivement donc de rompre et même, j'allais dire, d'annoncer la rupture parce que jusqu'ici nous faisons comme si les choses étaient actées. Oui, bon, le Tchad a exprimé la volonté de mettre un frein à cette présence sur son territoire. Oui, c'est quand même un communiqué officiel. C'est un communiqué officiel et donc on ne pense pas que demain les choses aillent dans le sens contraire. Mais il faut jeter un coup d'œil d'ensemble sur la région et sur la situation. D'abord, nous sommes ici en train de vivre le prolongement d'une atmosphère de désamour entre l'Afrique et la France. Et donc, ça a commencé, mais pas seulement, par le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Ça a commencé par le Mali.
Et donc, ça se poursuit aujourd'hui par le Tchad et ça va se prolonger certainement par le Sénégal. Donc, mais il y a eu quand même ici et là en Côte d'Ivoire, il y a eu ici et là au Togo des manifestations qui ont montré que nous étions à la fin d'une ère, d'une période, et que donc France et Afrique n'allaient plus cheminer étroitement ensemble. Alors, décision bonne, décision mauvaise, n'oublions pas que ici nous parlons de pays qui ont été aussi pris dans les taux du terrorisme, du djihadisme. Le Tchad peut-être un peu moins, mais le Tchad est confronté lui aussi autour du lac Tchad précisément à des groupements violents qui réclament des avantages qui annoncent des idéologies qui sont saupoudrées de religion et qui font mal. Donc voilà. L'argument selon lequel la France n'avait pas tout fait pour endiguer ce djihadisme, c'est un argument qui peut tenir, mais c'est un argument qui peut aussi, être relégué, être balayé, parce que ça fait quand même longtemps que Tchad et France cheminent ensemble, et dans la région, dans la sous-région sahélo-sahélienne, le Tchad est resté jusqu'ici le pays le plus sûr pour la coopération militaire française. Ok, le Tchad jusque-là est resté le pays le plus sûr pour la coopération militaire française. Malheureusement, il a décidé de rompre ces accords. Alors, Spleen, est-ce que peut-on penser que le Tchad pourra maintenant, dans cet environnement terroriste, tenir sans le soutien de la France? Ben, ça veut dire tout simplement que le Tchad a mesuré la chose, l'ampleur de la chose. Et le Tchad s'est rassuré qu'une mutualisation avec les pays frères peut mieux faire que une coopération qui n'a presque rien donné. Parce que là, nous sommes dans un bilan. Est-ce qu'ils iront dans la mutualisation, puisqu'ils évoquent la souveraineté? Je pense que quand ils évoquent la souveraineté, c'est pour être totalement, prendre la sécurité individuelle. Est-ce que là, ils projettent déjà se mutualiser avec les autres? Ben, vous voyez ce qui se passe déjà au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger et au Mali, c'est ces trois pays qui ont fait partie de la même façon les forces françaises, et aujourd'hui, ils sont en train de mutualiser leurs forces pour faire face aux djihadistes. Donc, le Tchad ne peut pas s'exclure de cette mutualisation, encore que déjà, sous la tutelle française, cette mutualisation existait déjà. Vous allez constater que avant que Bazoum ne parte, les forces françaises, les forces nigériennes et les forces béninoises, certainement comme ça, il y avait déjà une sorte de mutualisation. Donc, à mon avis, c'est un bilan surtout qui vient d'être fait. Et ils ont constaté que le bilan n'a presque rien donné. Je fais une petite rétro sur le Tchad. Cette crise qui remonte depuis le président Tombalbaye, parce qu'ils étaient déjà là. Mais quand on tue le président Tombalbaye, les forces françaises étaient où? Les forces françaises étaient déjà là. Mais tout simplement parce que Tombalbaye était dans ce panier-là de chefs d'État qui avançaient vers ce qu'on appelle le panafricanisme, qui prônait le panafricanisme. Et ça n'a pas intéressé la France. Pour la France, il fallait quelqu'un qui puisse faire le jeu avec le jeu de la France. Le jeu de la France.
alors cette crise-là va s'intensifier jusqu'au moment où le Tchad plonge dans une guerre civile. Et vous rappelez que quand cette guerre civile-là éclate, c'est l'Afrique. Pendant que les forces françaises étaient au Tchad. Mais c'est l'Union africaine, l'ONU à cette époque-là, qui va trouver la petite porte de sortie qu'on appelait le gouvernement d'union nationale avec Ngoukouni Ouédé. Mais malheureusement, c'est la même France qui va tout faire pour faire éclater le gouvernement d'union nationale en cherchant à mettre une marionnette au pouvoir qui s'appelait Hissène Habré. Et vous savez comment Hissène Habré était rentré dans cette guerre-là. Il y avait une prise d'otage de Madame Clost. On a pris Madame Clost et pour que Hissène Habré ait les moyens de faire la guerre, il y a eu échange de prise pour que la France reprenne son citoyen, sa citoyenne. C'était moyennant des armes, moyennant de l'argent. Et c'est comme ça que Hissène Habré rentre dans la danse jusqu'au moment où il s'installe au pouvoir. Mais plus tard, c'est les mêmes Français qui constatent que Hissène Habré n'était plus en sainteté avec eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un qui était encore avec Hissène Habré. Merci pour ce Donc c'est un bilan. Merci pour ce cours d'histoire. C'est un bilan, vous l'avez dit. Alors, Prince, le Tchad décide de rompre les relations de défense, tout comme les pays de l'AES. Mais est-ce que les deux pays ou les deux blocs sont dans le même contexte? Nous savons que les pays de l'AES ont fait un coup d'État, mais le Tchad n'est pas encore dans cette logique-là. Bon, vous parlez de coup d'État. Le coup d'État comme tel, même en changeant la constitution, certains parlent que c'était un coup d'État. Bon, on n'est pas dans l'histoire de coup d'État. En ce qui concerne la rupture de cet accord, mais c'est la conséquence de la politique impérialiste menée par la France au niveau de l'Afrique. Ça fait plus de 50 ans que la France domine sur les pays africains. Et si vous regardez bien, les présidents, le bloc, ceux qui gèrent le bloc que vous venez de citer, ce sont des jeunes nés après les indépendances. C'est pour dire qu'ils n'ont pas une dette morale envers la France. Ils ont compris comment la France a beau piller, a beau utiliser les ressources africaines pour s'enrichir. Parmi les pays que vous venez de citer, la France est plus pauvre que ces pays en termes de ressources. Mais la France est plus riche que ces pays en profitant de ces ressources. Voilà pourquoi, à un certain moment, il faut mettre en exergue la souveraineté de tout un État. C'est une bonne décision, une très bonne décision prise par le Tchad. Je crois que nous sommes dans la sous-région Afrique centrale. Certains pays vont emboîter le pas, pour ne pas dire que le Gabon, qui a encore... Donc vous voulez que cette non, c'est tout à fait. En 50 ans de relation avec la France, qu'est-ce que ces pays ont bénéficié? Je vous donne un exemple simple. Les guerres que on vient de rappeler ça et là. Ils ont une technologie avancée. Je prends le cas des drones. La guerre entre l'Ukraine et la Russie nous a fait comprendre certaines choses. Ce sont des choses qui existaient il y a longtemps. Tous ces groupes rebelles qui sont dans les déserts, on dit bien désert. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas suffisamment de forêt pour voir là où ils se camouflent. Ils ont des drones qui peuvent piloter avec plus de 50 000 kilomètres pour voir là où ils se trouvent. Mais ces rebelles arrivent toujours à attaquer les forces. Au moment où il y a la force française dans ces pays. Donc vous comprenez le jeu. Et les Africains ont compris ce jeu. Voilà le pourquoi. Cette vague d'anti-français, c'est pas anti-français comme tel, mais de la politique politicienne de la France au sein de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la France, c'est que de piller les ressources africaines pour mener vers eux. Mais regardez aujourd'hui, on parlait pas des pénuries, des délestages en France, mais depuis que les États de l'AES ont chassé les forces françaises, aujourd'hui, on commence à crier. Donc c'est pour dire que, permettez, je sais que c'est tellement... Merci, nous devons
passer à notre deuxième sujet. Vous avez déjà assez développé sur le premier. Nous allons maintenant aborder la 6e édition de la quinzaine gouvernementale. L'université Mariengouabi reste hermétiquement fermée. La situation perdure depuis plus de 2 mois. L'ombre d'une année blanche plane sur cet alma mater public. De nombreux nouveaux bacheliers et étudiants venus de l'intérieur du pays ont déjà rebroussé chemin. À cette quinzaine du gouvernement, la question a été posée au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Et c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Je ne sais pas à l'instant T où en sont les négociations, mais rassurez-vous, il y a des négociations, il y a des discussions. Mais comme vous le savez également, aujourd'hui, le caractère presque généralisé des revendications sociales rend encore plus difficile la solution ponctuelle de chacune des situations concernées. Donc, dans le cas de notre université, l'université Mariengouabi, il y a une préoccupation encore plus importante puisqu'il s'agit là de l'avenir de nos enfants, il s'agit là d'éviter un risque d'année blanche. Une réponse qui est loin de satisfaire les journalistes qui reviennent à la charge. Ce que je peux dire, je le répète, je vais peut-être le dire autrement, dans un autre ordre. La préoccupation, c'est d'éviter une année blanche. Il est clair que ce n'est pas satisfaisant que des enseignants soient longtemps en grève, et ce, au détriment de nos compatriotes qui, parfois venus de l'intérieur, vous l'avez évoqué, attendent la reprise effective de leurs cours. Donc c'est une préoccupation du gouvernement. Mais la complexité de la situation sociale est telle que si nous prenions les choses à l'échelle d'un père de famille, il aurait à gérer, s'il avait 10 enfants, il aurait à gérer 10 problèmes différents. C'est-à-dire 10 situations elles-mêmes, chacune d'elles, complexes en elles-mêmes. Donc, excusez-moi d'être incompétent encore une fois, mais je peux vous dire que l'on s'y attache et on s'y attelle. Jusqu'ici, les démarches engagées entre le gouvernement et le syndicat de l'université Mariengouabi ne sont pas de nature à laisser jaillir la fumée blanche. Tout est suspendu. Les étudiants sont en congé forcé. Les enseignants en attente des salaires impayés et autres indemnités. Pendant ce temps, le gouvernement confronté au choc de tension de trésorerie. Énième rencontre entre les journalistes et le porte-parole du gouvernement sur l'actualité chaude du pays. Alors, Prince, peut-on dire, que peut-on retenir cette fois-ci de cette 6e édition de la quinzaine gouvernementale? Est-ce que vous pensez que les préoccupations ont été au centre de ce débat? Oui, on retient l'échange qui a eu lieu entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes. Mais le bas peuple, je ne crois pas qu'ils se sont retrouvés dans tout ce qui a été dit. Vous avez vu le reportage qu'on a suivi tous. Le reportage a mis l'accent sur l'université qui est en grève. Et je ne crois pas que les étudiants, là où ils sont, ils ont retenu quelque chose. Donc on retient qu'il y a eu la 6e édition de la quinzaine du gouvernement entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes. Je l'avais évoqué une fois sur ce plateau. Mon souhait, comme nous l'avons copié de Patrick Mouyaya en face là en RDC, il serait mieux de faire venir toujours un spécialiste. Des spécialistes, parce que quand on parle de l'université, il serait mieux que les spécialistes soient à côté du porte-parole du gouvernement pour répondre à un certain nombre de faits, parce que le doyen Albert est là, il a assisté pendant peut-être 1 heure ou 2 heures, je ne sais pas, mais on a abordé beaucoup de sujets. Parmi tant d'autres, les inondations, où le porte-parole du gouvernement a comparé la ville de Brazzaville à celle de Valence, qui a été aussi victime des inondations. Bon, moi peut-être c'est pas la comparaison que j'ai appréciée, mais la réalité est là. Nous sommes au temps où il y a les changements climatiques, mais c'est pas la vérité, parce que à mon humble avis, ce qui est fait et ce qui est fourni au sein de la ville de Valence est contrairement et 1000 fois ce qu'on ne trouve pas ici à Brazzaville. Mais ce qui est sûr, il faut faire venir des experts pour qu'ils édifient le bas peuple. Le peuple lambda a besoin d'être informé, pas peut-être au lieu que ça soit un monologue où on risque de tomber dans ce jeu. Mais ce qui est sûr,
bon, les journalistes ont de la matière pour remplir leurs articles, chacun. Tel que là, on a suivi le Vox a rendu compte, même si le peuple peut-être ne se retrouve pas à 100%, peut-être à 15%, le peuple peut se retrouver. Il y a eu un échange, c'est ce qu'on peut retenir. Ok, il y a eu un échange. Alors, Albert, le porte-parole du gouvernement dit que je ne suis pas une intelligence artificielle. Est-ce cet argument suffit pour ne pas aborder les aspects techniques? En tout cas, il a dit, et bon, je trouve, vous savez, qu'on peut lui reconnaître beaucoup de défauts, sauf celui de ne pas mal dire les choses. Ce n'est pas le défaut de mal dire les choses qui le caractérisent. Donc, il a dit oui. Moi, excusez-moi, mais je ne critique jamais les confrères journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous savons tous que c'est un métier difficile et donc, mais en fait, le problème, c'est pour amener le ministre à dire autre chose que ce que nous avons entendu de lui au cours de ces 5-6 dernières éditions, il faut lui poser aussi des questions ou qui sortent de l'ordinaire ou qui soient formulées d'une manière différente. Donc, bon, je ne fais pas un cours ici, mais c'est donc à nous qu'il revient de rechercher les zones cachées. Moi, je me rappelle que au départ, donc, on nous avait dit, en annonçant cette quinzaine du gouvernement, en disant, c'est un lieu où doit se dire la chose dans sa vérité et où le journaliste ne va pas être enrobé dans la langue de bois, etc. Je constate malheureusement que c'est plutôt ça qui se voit. C'est plutôt la langue de bois aussi quelque part qui nous poursuit même là-dedans. Alors donc, est-ce que les journalistes ne posent pas les problèmes qui se passent dans la société? Très certainement, d'autant que, vous savez, on ne peut pas tricher avec l'actualité. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes lancinants, donc qui concernent l'eau, l'électricité, la voirie urbaine, la pénurie de carburant, les grèves multiples, notamment à l'université Marien Ngouabi, etc. Donc toutes ces questions-là ont été abordées, toutes ces questions-là ont reçu leurs réponses. Mais est-ce que ces réponses-là sont satisfaisantes? Ça, c'est la question que nous devrions nous poser tous. Et de là devrait donc découler ou se sentir. Moi, j'ai été peut-être un peu sévère au départ, mais je l'avais écrit, que finalement le gouvernement nous présente ici une sorte de pravda édulcorée, c'est-à-dire vous voulez apprendre la vérité, eh bien il n'y a que ici que vous devriez l'apprendre, cette vérité. Mais la vérité, elle est multiple, elle est complexe, ça dépend de ce que nous voulons, nous recherchons. Nous ne recherchons pas d'être noyés par, la propagande du gouvernement sur les aspects les plus durs, les plus pointus de la vie sociale des Congolais. Mais voilà, donc en fait, le gouvernement a au moins tenu le pari d'organiser chaque quinzaine, et même un peu plus, d'ailleurs là aussi ça fait l'objet d'une petite discussion, en disant mais enfin 15 jours sont passés, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Bon, là c'est le ministre qui a eu beau jeu de dire mais enfin, retournez voir le dictionnaire, quinzaine ne veut pas forcément dire 15. Oui, donc, après 15 jours, on est toujours dans la quinzaine. On est toujours, après 16, 17, 18, on est toujours dans la quinzaine. Enfin bon, voilà. Bon. Sinon, qu'est-ce que c'est qu'une quinzaine? Alors, Spleen, comment vous vous êtes senti quand vous avez suivi cet échange? Et j'aurais appris que c'était quand même un peu heurté entre le ministre et les journalistes. Mais justement, si c'est heurté, c'est tout simplement parce que, comme Albert l'a dit, c'est qu'on cherche la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous constatons qu'il ne vient pas de l'autre côté. Vous voyez, le ministre se pose la question là. Il dit, il y a certainement
des négociations, porte-parole du gouvernement, et qui pense, et qui n'est pas sûr s'il y a négociation ou pas. Et pourtant, c'est le gouvernement. Et pourtant, c'est le gouvernement. Négocie avec les partenaires sociaux. Mais la grande vérité que les gens veulent savoir, et ça, c'est dans tous les domaines. Lorsqu'on regarde le budget, notre budget, de quoi il est fait? Au numéro 1, le budget est fait du paiement de la dette. Ça, c'est le numéro 1. 1 milliard. Et au numéro 2, notre budget est fait de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, on constate que de l'école primaire, peut-être même de l'école maternelle jusqu'à l'université, il y a problème. On ne paye pas les enseignants, on ne paye pas la bourse des étudiants. Alors, tout cet argent-là, évalué en milliards, va où? C'est là où on se dit qu'il y a donc quelque chose qui se passe puisque le budget de l'éducation est évalué en milliards. Et pourquoi donc on ne peut pas payer aujourd'hui les étudiants? Pourquoi on ne peut pas prendre en charge les internats, etc., etc. Donc, c'est un problème de vérité qui fait que entre les journalistes et le ministre qui prend toujours cette posture-là de porte-parole du gouvernement. Et c'est ça le problème. Il n'est plus là, ministre de la Communication, parce s'il était ministre de la Communication, je crois que il allait communiquer autrement. Il allait communiquer autour des médias. Là, il est porte-parole. Il est porte-parole. Donc, il ne peut pas dire autre chose que la ministre, je crois que c'est au niveau de l'éducation nationale, nous avons une dame. Donc, il ne peut pas dire autre chose que son collègue. Il ne peut pas dire autre chose que le ministre des hydrocarbures concernant par exemple la pénurie du carburant. Il ne peut pas dire autre chose pour son collègue de l'énergie concernant l'adduction d'eau ou de l'électricité dans les principales villes de notre pays. Donc voilà un peu le problème qui se pose et va continuer à se poser. C'est ce flou-là qu'il y a entre les budgets et puis le fonctionnement, l'utilisation, les effets de ce budget. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie, donc je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver tout à l'heure.